essayé de voir s'il y avait des solutions pour essayer de collecter les déchets plastiques en mer. Voilà, mais on est aussi autant actif à terre que sur mer. Donc aujourd'hui, évidemment, l'objectif, c'est d'essayer déjà d'agir concrètement sur Terre, puisque là, déjà, on peut réduire, comme on le disait, la consommation de plastique. Vous l'avez dit, hein, 3 fois plus de plastique consommé en 2060 par rapport à aujourd'hui. Donc c'est un phénomène qui va exploser et on n'a pas envie que ça arrive. Donc c'est surtout dans les pays comme l'Afrique, dans les continents comme l'Afrique où ça va notamment exploser. On voudrait évidemment améliorer la gestion des déchets. Aujourd'hui en Europe, on commence à être relativement exemplaire, mais c'est pareil, dans les pays en voie de développement, ça va arriver beaucoup moins vite que la consommation de plastique elle-même. Et puis évidemment, même améliorer la recyclabilité des produits. On voit en France, hein, on était qu'à 50% ou en dessous sur certains plastiques. Donc, on essaie de vraiment de faire mieux déjà en Europe et alors parlons pas de certains pays. On essaie d'investir aussi dans les produits de substitution. Ouais, il y a beaucoup d'innovations dans le domaine et ça fait plaisir à voir. De développer évidemment l'économie circulaire et de sortir de la culture du tout jetable. L'ONU avait annoncé des chiffres de 13 milliards, notamment si je me souviens bien, en 2014, sur les dégâts collatéraux du plastique dans les océans. Donc tout ça, évidemment, ne chiffre pas le nombre d'animaux marins tués, à quel prix on met pour un animal marin qui est mort. Voilà, je ne sais pas à quel slide on est, mais si on peut aller à celle où il y a les moyens d'agir existent. C'est dommage que je ne puisse pas voir mon fichier, mais c'est pas grave. Donc les éléments qui nous sont à notre portée, c'est vraiment le curatif et le préventif. Le préventif, c'est essayer de fermer le robinet en amont. C'est ce qu'aujourd'hui tout le monde essaye de faire. Donc, et malheureusement, c'est même parfois la seule chose que les gens veulent faire. On entend beaucoup d'ONG et de politiques dire, mais voilà, ça ne sert à rien d'aller collecter les déchets en mer, il suffit de couper le robinet en amont. Alors nous, on aimerait tous, hein, évidemment, que ça puisse se faire de cette manière-là, mais c'est un petit peu comme si à terre, on disait, voilà, on va sensibiliser les gens pour qu'ils ne mangent que du compostable, pour qu'ils arrêtent d'acheter du plastique, et on va retirer ces camions poubelles, on va retirer ces centres de tri, et puis on va tout investir dans la sensibilisation pour que les gens changent leur consommation, leur façon de vivre. Et sur les océans, c'est un petit peu la même chose. C'est totalement utopique d'imaginer qu'il n'y aura pas du tout de plastique dans les océans jetés dans les prochaines années. Donc, moi, ça me paraît complètement délirant de dire qu'on ne fait rien sur la mer, alors qu'il existe de plus en plus des solutions. Donc, il y a des solutions de petits bateaux, des solutions de barrières flottantes, des solutions de grands bateaux. Il y a plein de solutions qui sont en train de se mettre en place. Et il faut s'y intéresser de près parce qu'elles ne sont pas forcément extrêmement coûteuses. Et elles permettent de préserver aussi pour les humains le tourisme, la pêche et pas mal d'autres choses, quoi. Alors, la slide suivante, donc c'est l'émission de Sea Cleaner, ça je vous en ai parlé. On va arriver sur la solution innovante et concrète, le Manta. Donc le bateau, c'est le bateau phare qu'on a lancé ce projet en 2016. Au début, on partait d'une page blanche, on ne savait pas vraiment s'il y avait des solutions pour collecter en mer. On a fait travailler d'un côté les scientifiques, surtout pour essayer de récupérer des informations, de l'autre des techniciens, pour essayer de voir s'il y avait des vraies opportunités sur la collecte des déchets. Et là, au début, évidemment, très vite s'est posé la question de la pertinence du bateau. On s'est vite rendu compte que d'avoir un bateau qui consomme 20 tonnes de gasoil pour récupérer 20 tonnes de plastique, ça n'avait pas de sens. Donc, ça nous a un peu obligés à nous retrancher dans la recherche d'un bateau assez performant au niveau de sa propulsion verte. Donc, il a fallu évidemment aller sur les technologies d'énergie renouvelable, sur le vent, etc., pour vraiment le rendre, voilà, que l'empreinte carbone finale soit quand même ultra positive. Donc, le bateau, au début, il était dédié surtout à la collecte des déchets. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup plus avec ce Manta, puisqu'on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas de données scientifiques ou très peu de données sur les macrodéchets plastiques. Globalement, il y a beaucoup d'expéditions qui se font sur les microparticules de plastique, sur comment finissent ces microparticules de plastique dans la bouche des poissons et des oiseaux. Là, on a des bonnes données, notamment de Tara et d'autres.
Et par contre, ce qui se passe entre les deux, entre le moment où le déchet part un peu dans les rivières, dans les fleuves et tout ça, et le moment où c'est justement transformé en microparticules de plastique, souvent plusieurs années après, on n'a pas de données scientifiques. Et ces données scientifiques, on les a pas parce qu'il n'y a pas de bateau vraiment qui collecte ces macro-déchets plastiques dans les fleuves ou aux abords des embouchures de fleuves, etc. Donc pour la première fois, effectivement, on pourra avoir ce manta qui va collecter 250, 300 jours par an et qui va pouvoir faire avoir à bord deux laboratoires scientifiques avec 8 scientifiques qui vont pendant 250 jours par an analyser tous ces plastiques pour les géolocaliser, les qualifier, les quantifier, et voilà, essayer de mieux communiquer sur l'origine de ces plastiques et puis de faire remonter les informations au plus grand nombre. Et puis après, ce bateau, il va aussi servir de plateforme pédagogique parce qu'évidemment, quand on fait escale à terre, c'est quand même le meilleur outil pour pouvoir parler aux politiques, aux grandes écoles, aux populations, faire comprendre que on a collecté les déchets pendant des semaines et qu'on s'est décarcassé pour les remettre à bord, les traiter, etc. C'est un moyen de bien sensibiliser, de bien d'avoir un bateau qui a une espèce de porte-drapeau qui passe un message fort un peu à chaque fois. On ne s'est pas contenté, on ne voit pas trop sur ce fichier-là, mais on ne s'est pas contenté de s'arrêter sur le manta. On est vraiment développé aussi des petits bateaux qui s'appellent les Mobula, qui font 8 et 10 mètres, qui peuvent d'ailleurs aller sur l'arrière du grand manta et qui peuvent être évidemment développés aussi séparément dans les rivières et les fleuves et les ports. Et ces petits bateaux, en fait, ils vont avoir une forte capacité de collecte. Par contre, on ne va pas avoir de possibilité de traitement, évidemment, sur ce bateau. Et donc là, notre idée, c'est de faire un levier d'économie circulaire pour vraiment aider ces solutions de collecte à pouvoir traiter et acheminer ces déchets. Donc on travaille avec des Veolia, on travaille avec des partenaires autres pour vraiment trouver des solutions en local sur le traitement de ces déchets. Donc là, dès cette année, on sera par exemple avec notre premier Mobula en Indonésie, sur l'île de Java, pour pouvoir commencer à travailler là-bas. Donc un bateau comme ça, c'est 20 000 heures d'études, c'est 5 laboratoires de recherche impliqués, c'est 20 partenaires techniques, c'est une soixantaine d'ingénieurs. Et c'est aujourd'hui, depuis novembre 2020, un projet qui maintenant est présentable au chantier naval, puisqu'on a déjà nos premiers devis qui sont tombés il y a un mois de ça. Alors, est-ce que vous suivez toujours mon PowerPoint là? Ça serait la slide 6 maintenant, là, un défi technologique relevé. Ça, tout le monde le voit, ce fichier? Oui, oui. Oui, oui. Parfait. Et ben après, voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on essaie de trouver la meilleure combinaison des énergies renouvelables à bord. Ça reste un bateau d'abord à voile, puisque c'est quand même notre savoir-faire. Donc, on a deux grands gréements d'Ainarig qu'on connaît déjà sur certains autres bateaux, qui permettent d'avoir 1500 mètres carrés de surface de voile et de propulser le bateau comme ça, principalement à la voile. Je vois tout à l'heure, on en parlait des bateaux, des cargos à voile. C'est vrai que nous, on a misé sur le fait d'aller à faible vitesse, puisque c'est une vraie solution d'aller à 6-8 nœuds et de consommer peu d'énergie. Voilà, donc nous, on a fait ce choix-là, évidemment. On a besoin aussi d'énergie à bord, électrique, pour les propulsions des hélices, pour les 34 personnes qui seront à bord, etc. Donc, on a mixé les panneaux solaires, les éoliennes, les gréements automatisés, les hydrogénérateurs, et puis voilà, pour avoir vraiment de l'autonomie énergétique à hauteur de 75%. Voilà, les cargos à voile, voilà, vous allez en entendre parler, mais des bateaux qui ont une autonomie énergétique de 75%, on ne les a pas encore vus sortir du chapeau. Et c'est vrai que ce manta, ça sera un vrai exemple de ce côté-là. Il y a aussi, on en parlera après, une unité de valorisation énergétique qui nous permet de traiter les déchets plastiques à bord. Et on a une possibilité de collecte de 300 jours, voilà, et de montrer que c'est un bateau qui peut aussi promouvoir ces énergies renouvelables. Donc les systèmes de collecte à bord du bateau, c'est des tapis collecteurs qui sont entre les coques du catamaran, voilà, qui sont inclinés, qui font remonter les déchets à l'intérieur du bateau. Donc c'était sur la slide suivante. Il y a aussi des grues puissantes qui permettent de remonter les filets de pêcheurs, souvent qui s'amoncellent entre eux et qui deviennent très lourds. Donc sur les tapis roulants, ça passe pas, il faut vraiment des grues spécifiques. Et puis depuis 2 ans, on travaille surtout sur des systèmes de collecte de surface, des espèces de filets un peu en surface à l'arrière du bateau qui permettent de collecter tout ce qui est un peu flottant
et qui permet surtout de collecter sur une plus grande largeur, puisqu'on va avoir la possibilité de collecter sur 46 mètres de large. Donc, il faut vraiment imaginer ce grand râteau géant de 46 mètres de large qui va ratisser la surface de la mer. Donc, la taille des déchets collectés, vous avez vu, à partir de 10 mm. On est sur 1 à 3 tonnes collectées par heure, de 5 à 10 000 tonnes collectées par an. C'est les objectifs qu'on s'était fixés au début de ce projet et qu'on arrive aujourd'hui à tenir. Pour ce qui est de l'usine embarquée, à la slide suivante, qui fonctionne 24 heures sur 24, donc certains d'entre vous ont certainement entendu parler de la pyrolyse. Donc c'est une pyrolyse évidemment pas comme les autres, parce qu'aujourd'hui les pyrolyses on la connaissait plutôt à terre et elle était plutôt adaptée sur les déchets voilà, type PET, des déchets un peu faciles à réutiliser. Mais nous, ce qu'on a voulu, c'est avoir une pyrolyse qui est capable d'accepter les déchets marins. Et donc, déchets marins, qui dit déchets marins, dit des déchets assez détériorés, et puis surtout avec du chlorure de sodium. Et le chlorure de sodium, ça fait de l'acide chlorhydrique, et voilà, ça détruit un peu tout dans une usine comme ça. Donc, il a fallu inventer, en tout cas, des systèmes pour pouvoir vraiment supprimer le chlorure de sodium du plastique, qui en a d'ailleurs lui-même intrinsèquement. Donc, on a travaillé avec le CEA, notamment, par exemple, pour ça, pour vraiment chimiquement retirer le chlorure de sodium du plastique pour pouvoir le trier. Donc, il y a certains plastiques qui sont retirés, comme le PVC, ou des contenants qui auraient des produits chimiques et autres. Les produits organiques, eux, sont rejetés à la mer, et tout le reste part dans la pyrolyse, qui va nous permettre en gros de valoriser 90% des déchets plastiques à bord. Ça a été vraiment l'évolution du projet dans les 2 dernières années. On avait cette idée de pyrolyse depuis longtemps, mais on ne savait pas si on allait pouvoir vraiment accepter une grande partie de nos déchets avec. Et aujourd'hui, voilà, les ingénieurs et les fabricants le fabricant ETIA de pyrolyse s'est joint à nous pour vraiment trouver les meilleures solutions là-dessus. Slide suivante. Donc, où est-ce qu'on intervient? Alors, c'est évidemment pas en France, c'est un petit peu en Méditerranée, parce que notamment sur l'est de la Méditerranée, on a pas mal de pollution le long des côtes, mais on le sait, c'est surtout en Asie du Sud-Est, là où il y a des catastrophes naturelles, où il y a des tsunamis, des ouragans, mais là où il y a de toute façon un flux régulier de plastique. Globalement, 60% de la pollution vient de cette zone géographique. Donc très vite, nos bateaux vont travailler dans ces zones-là. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas là pour ramasser les plastiques au milieu des océans, on est là pour aller dans les zones de concentration, donc aux embouchures des grands fleuves, pourquoi pas même remonter dans certains grands fleuves ou tout près des côtes, mais voilà, on est là vraiment pour aller dans des zones stratégiques. On a globalement 60 aussi à peu près % de la pollution qui provient des fleuves. Donc ça, c'est une opportunité pour nous. Alors, slide suivante. Depuis 2 ans, on n'est pas encore sur l'eau, mais on est quand même sur le terrain. Donc, on est sur le terrain parce qu'on a aujourd'hui 13 délégations régionales en France qui travaillent avec 1000 bénévoles, qui font un travail de dingue auprès des écoles, auprès des forums, auprès des salons, etc. Alors, évidemment, un peu moins en 2020 avec le Covid. Mais voilà, on a développé 18 animations spécifiques sur la thématique de la pollution des plastiques. Donc, du coup, ça nous permet vraiment de faire de la sensibilisation à outrance. On est aujourd'hui implanté en Suisse, on va l'être en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg avant la fin de l'année. Et donc, on va pouvoir continuer ce travail de sensibilisation en Europe, mais on va commencer à le faire aussi, vous l'avez compris, en Indonésie cette année. On va commencer à le faire au Vietnam et au Cambodge l'année prochaine. Et donc, ça va devenir évidemment de plus en plus international. Alors, sur la slide suivante, on voit les bénévoles qui, voilà, aujourd'hui, je disais 1000, mais je crois que c'est 1500, plus de 1500 bénévoles. Donc, voilà, on a même des gens qui voyagent un peu autour du monde et qui sont un peu nos ambassadeurs et nos porte-parole pour ce sujet-là. Voilà un petit peu ce qui me concerne. Vous m'avez demandé de tenir à peu près le délai de 10 minutes. Donc, si ça vous va, c'est tout bon. Parfait. Merci beaucoup, Yvan. Et on ne manquera pas de suivre tout ce que vous faites parce que c'est très intéressant et ça prend énormément d'importance au fil des années. Donc, on sera content de suivre tout ça. Alors, dans le même, vous n'êtes pas seul à mener ce combat. Tu n'es pas seul. On a dit qu'on se tutoyait. Tu n'es pas seul. Et on va tout de suite, heureusement, oui, mais on va tout de suite retrouver Bob Vrignot,
donc qui est le cofondateur et le responsable recherche et développement de Plastic Odyssey, qui va certainement venir compléter ton propos. Et un de nos enjeux chez E5T, je sais que vous vous connaissez, mais pas tout le temps. Et un de nos enjeux, c'est vraiment de solidifier les liens entre toutes les initiatives individuelles qui sont prises pour que, évidemment, la somme des initiatives donne un résultat plus que largement arithmétique. Donc, Bob, que fais-tu là sur ces sujets avec Plastic Odyssey? Merci, Oui, Yves. bonjour à tous, bonjour à tous les intervenants et merci pour l'organisation de cette journée. Je sais pas non plus si on voit mes diapos, mais ça va venir, super. Donc oui, moi je m'appelle Bob, je suis le responsable technique de Plastic Odyssey et le cofondateur. Nous, on est partis des mêmes constats, hein. On est tous amoureux de la mer et de l'environnement et on a voulu comprendre déjà pourquoi le plastique se retrouvait dans l'océan et savoir comment on pouvait empêcher ça. Donc on est une équipe d'une vingtaine de personnes maintenant. Et nous aussi, on a un bateau. Si tu veux juste revenir sur la slide précédente, si c'est possible. On a un bateau, et d'ailleurs, c'est une bonne coïncidence parce qu'on l'a mis à l'eau à Dunkerque. On l'a mis à l'eau à Dunkerque la semaine dernière. C'est un ancien navire de recherche océanographique qui a 45 ans déjà, donc on fait dans le réemploi déjà avec ce bateau. Moi, je suis pas marin à la base et en fait, comme l'a très justement dit Yvan, c'est la pollution du plastique dans l'océan, c'est avant tout un problème de terrien plus que de marin, puisque c'est bien de la terre que vient la pollution. Si vous voulez passer à la slide suivante, aujourd'hui, on sait que chaque jour, c'est à peu près 4 tours Eiffel de plastique qui finissent dans l'océan. Ouais, c'est assez énorme. C'est presque 30 000 tonnes de déchets plastiques qui vont depuis la côte, depuis la plage, depuis les rivières, dans l'océan. C'est, à titre indicatif, 57 fois le poids de notre bateau tous les jours en plastique qui finit dans l'océan. Et vous parliez tout à l'heure de continents de plastique. Et c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de continents de plastique ces dernières années. Mais en fait, voilà, si vous voyez bien la mer qui est sous les Tours Eiffel, en fait, ça, c'est une photo qui a été prise par Tara. Tara, qui sont une des expéditions qui allait étudier ce 7e continent. Et on se rend bien compte qu'en fait, au milieu de l'océan, la pollution du plastique, elle est invisible. Elle n'est pas inexistante, elle est invisible parce que le plastique coule la plupart du temps et se décompose en microparticules. Et donc, le récupérer dans l'océan, ce qui était un peu notre idée au début d'idéaliste, c'est chose impossible. Et donc, plutôt que d'essayer de ramasser le plastique dans l'océan, les 20 tonnes par minute qui se déversent dedans, on s'est demandé pourquoi tout ce plastique finit dans l'océan. On peut passer à la slide suivante. En fait, on voit que le plastique qui finit dans l'océan vient surtout de là où il est mal géré. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le plastique devient un déchet, c'est là où il y a la possibilité qu'il finisse dans l'océan et c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. Les coupables ne sont pas les pays entre guillemets du Sud, bien sûr, qui s'allument en jaune et en orange sur cette carte-là, parce que c'est bien dans nos pays industrialisés et occidentaux qu'on produit le plus de plastique. Mais voilà, on essaie de trouver des bonnes manières de le capter avant qu'il finisse dans l'environnement. Et c'est ce qui manque dans pas mal de ces pays où le plastique est quelque chose d'assez nouveau et qui arrive en grande quantité, où il n'y a pas les infrastructures pour le traiter. On peut passer à la slide suivante. On voit que donc voilà, nous dans nos pays industrialisés, riches entre guillemets, là à gauche c'est la photo de Rob Greenfield, c'est un Américain qui a gardé pendant un mois les déchets qu'il produisait au quotidien. Et donc, c'est un peu une bonne image, je trouve, pour se rendre compte de la quantité de déchets que individuellement on peut produire, multiplier ça par quelques milliards d'humains sur la planète et on voit d'où vient le problème. Donc, il y a un gros problème, c'est la production et la consommation de ces déchets-là.
Puis l'autre problème, c'est ce qu'on voit à droite de l'image, c'est la manière dont ils peuvent être gérés. Surtout dans des pays où on n'a pas forcément les ressources pour le faire ou les moyens, les infrastructures. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont soit brûlés beaucoup à ciel ouvert, soit mis dans des décharges également à ciel ouvert, qui sont assez mal contrôlées. Là, ce qu'on voit, c'est au Liban. C'est une montagne de déchets qui n'existait pas avant, hein. On était au niveau de la mer avant, et cette montagne de déchets, cette décharge s'est mise au bord de la mer, et bien sûr, au moindre coup de vent, à la moindre tempête, il y a beaucoup de ces déchets-là qui finissent dans l'océan. Et donc, que tous ces déchets-là soient produits et qu'ils soient mal gérés, c'est un petit peu là où est la clé de la pollution du plastique dans l'océan, mais dans l'environnement en général. On peut passer à la slide suivante. On le sait depuis assez longtemps maintenant. Il y a les trois R du recyclage. Vous devez sûrement tous déjà les connaître, mais je vais vous les rabâcher une nouvelle fois. Reduce, reuse, recycle. Donc réduire, réutiliser, recycler. Ces trois R, c'est vraiment ça qui permet de lutter contre la pollution du plastique. Donc, reduce, c'est ce qu'on voit à gauche de la slide. En fait, il y a énormément de plastique qui est utilisé, qui est pas utile, en fait, qui est en trop, dont on pourrait se passer. On voit des clémentines qui sont dans des barquettes, qui ont déjà été épluchées. On voit, et lors d'une on a beaucoup de plastique qui est utilisé, donc un gobelet dans un sac avec une paille, etc. C'est beaucoup de plastique qu'on peut éviter. Quand le plastique, malgré tout, doit être produit, on peut lui donner une nouvelle vie, le transformer en des nouveaux matériaux qui ont de la valeur, des nouveaux matériaux recyclés, qui peuvent avoir des propriétés qui sont les mêmes que les plastiques vierges. Et enfin, oui, et réutiliser, bien sûr, un matériau réutilisé, toujours mieux qu'un matériau qu'on utilise une seule fois. Et donc, c'est un peu le bateau que vous avez vu au début. On peut se demander pourquoi ce bateau-là. En fait, ce bateau-là, il est vraiment un ambassadeur de ces trois concepts-là. Comment on réduit notre usage de plastique, comment on réutilise au maximum, et qu'est-ce qu'on fait de ce plastique en fin de vie. Et donc, on va sillonner les côtes les plus polluées du monde pour finalement essayer d'améliorer ces trois axes-là. Il y a une petite vidéo, je ne sais pas si elle va marcher, si vous voulez essayer de la passer, de la mise à l'eau du bateau pour que vous voyez un peu notre super outil avec lequel on va partir à partir de cet été. Bon, c'est pas grave pour la vidéo, on s'en passera. Il y a pas de problème si ça marche pas. Mais voilà, c'est un navire de recherche. On essaye. Ouais, 2 minutes. Allez, si vous voulez. Non, bon, désolé. Il n'y a pas de problème. Vous irez voir sur YouTube si ça vous intéresse de voir notre tout nouveau bateau. C'est vrai que ça fait un moment qu'on travaille sur ce projet. On est très content d'enfin avoir notre super outil. Alors pourquoi c'est un super outil? Parce qu'en fait, c'est une zone d'expérimentation de ce dont je viens de vous parler. C'est un bateau qui va permettre d'accueillir un équipage de chercheurs, de personnes pour faire des documentaires, de scientifiques, d'experts du recyclage, qui vont, à chaque escale où on se rend, essayer de comprendre comment sont gérés les déchets plastiques, pourquoi ils sont produits et comment on peut faire pour y remédier. Et tout cet équipage va vivre dans un navire qui non seulement a été en partie refait, et donc refait avec des matériaux alternatifs au plastique, qui sont très présents à bord des bateaux, encore malheureusement. Et aussi, on va vivre sans produire de déchets plastiques, que ce soit pour nourrir l'équipage, pour se laver, pour vivre à bord, donc pour se nourrir, etc. On va essayer de limiter au maximum les déchets plastiques qu'on produit. On va le documenter. Et l'idée, c'est un petit peu que cette base documentaire vienne s'enrichir de toutes les initiatives qu'on peut rencontrer ailleurs, qui ont déjà de super solutions pour réduire leur usage du plastique. Autant à l'échelle individuelle, hein, on parle des éco-cups, etc., mais aussi à l'échelle
collective pour l'emballage industriel, etc. Donc, toute cette zone de vie-là, c'est un vrai laboratoire d'expérimentation de vie sans déchets plastiques. Et puis, l'arrière du bateau, donc cette partie sans plastique, c'est un peu la partie build the future. Donc comment on fait à l'avenir. Et puis malgré tout, on sait très bien que c'est pas demain que le monde va se passer de plastique à usage unique. Et c'est pour ça que l'arrière du bateau sert d'expérimentation pour nettoyer le passé, clean up the past. Donc on a une dizaine de technologies différentes. On peut passer à la slide suivante pour, à partir d'un déchet donné, voir ce qu'on peut en faire. Et en fait, en fonction du contexte, on ne rencontre pas forcément les mêmes déchets et on ne peut pas en faire forcément les mêmes choses parce que les besoins sont pas là. Si vous transformez un déchet plastique en banc là où il n'y en a pas besoin, bah, ça se vendra pas. Et donc, l'idée, c'est un peu qu'avec ces différentes machines qui sont très faciles à fabriquer, assez peu coûteuses, faciles à utiliser et à maintenir, à réparer, on puisse passer d'un déchet à une ressource. Donc, on va broyer le plastique, on va le laver, on va le faire fondre et on va le transformer en un nouvel objet. Et l'idée, c'est que ces machines soient aussi en open source. C'est-à-dire que n'importe qui peut prendre les plans, comprendre comment ça marche, l'adapter à son contexte et la répliquer sur place. Et donc, ces machines-là, on les a construites en s'inspirant de ce qui se faisait sur le terrain. On peut passer à la slide suivante. Ça, c'est une de nos visites au Caire, par exemple. Au Caire, il y a 70 000 personnes qui vivent de la gestion des déchets. Ils collectent 60% des déchets de la ville, de 20 millions d'habitants quand même, c'est pas rien. Et ils en recyclent 85%. En France, on est aux alentours de 26%, comme vous l'avez dit, Muriel. Et donc, on a beaucoup à apprendre de ces économies-là. Et donc, on a vu les machines qu'ils construisaient sur place. On les a rétro-ingénierés avec toutes nos équipes de partenaires techniques. C'est la slide suivante. Alors, la vidéo risque de pas marcher non plus. On avait une super 3D qui vous montrait les différentes pièces, mais c'est pas grave, c'est que visuel. Et une fois qu'on a compris comment fonctionnent ces machines qui sont très simples, très accessibles, on peut les designer, en faire des plans, la slide suivante, et les répliquer. Et en fait, toutes les étapes qui sont utiles à la fabrication de ces machines, à la réparation et à l'utilisation, on va les donner accessibles à tous en ligne pour qu'on n'ait pas besoin de nous directement pour mettre en place un centre de recyclage. Donc voilà, l'idée à terme, c'est vraiment d'avoir à chacune de nos 30 escales autour du monde qu'on va faire, qu'on ait la possibilité de répliquer des modèles qui marchent déjà, mais qui gagnent à être reproduits. Comment on fait pour mieux collecter les déchets, comment on fait pour mieux les trier et en faire des nouveaux objets. Donc, par exemple, des bancs, des bassines, des maisons. Si vous voulez passer à la slide suivante, je ne sais pas à laquelle vous êtes. On voit d'abord des machines. Donc, ça, c'est les machines qu'on a fait. Et à la slide suivante, on voit il y a des maisons, carrément. Ça, c'est en Colombie, qui ont été fabriquées à partir de plastique recyclé. Et donc, en fait, on voit qu'il y a énormément de choses qui peuvent être faites à partir du plastique. Et non seulement on peut recycler ces déchets plutôt que de les laisser aller dans l'environnement, mais en plus, on peut faire vivre des gens grâce à ça. On peut sortir des gens de la pauvreté grâce à ça. Et nous, notre but de ce bateau, c'est vraiment d'aller à la rencontre des entrepreneurs qui peuvent demain être porteurs d'entreprises sociales du recyclage, faire vivre des gens de la collecte et du recyclage des déchets et puis faire en sorte que voilà, on nettoie l'environnement tout en ayant un impact social positif. Alors l'expédition, elle partira d'abord en juin pour un tour à Marseille, et on embarquera avec nous autant de monde que possible pour montrer tout ce qu'on fait à bord de ce bateau-là. Et puis on aura aussi 2 personnes en continu qui sont des porteurs de projets qui viendront développer leur petite entreprise de valorisation des déchets grâce à l'aide de nos experts et de nos partenaires techniques. Et voilà, la dernière slide, c'est toute l'équipe qui une partie de l'équipe qui rend ce projet possible. Et il y en a bien d'autres qui ne sont pas sur la photo parce qu'ils sont disséminés aux 4 coins du monde, mais on a hâte d'aller les rencontrer. Voilà, je sais pas, je crois pas qu'il y ait des questions. J'ai peut-être un petit peu dépassé le timing, mais je vous remercie pour votre écoute. Merci Bob, bravo. Et puis si vous passez par La Rochelle à la fin du mois d'août, on y passe. on espère, on atteint vos photos puisque nous serons pour notre 10e anniversaire, 9e édition à La Rochelle, dernière semaine d'août. Donc
on espère que vous ferez un petit coucou. Et on Avec enchaîne plaisir. tout de suite avec une autre initiative qui vient compléter un petit peu ce que vous dites. C'est le programme Esprit de Vélox que porte François Frey, qui a été très en avance de phase sur ce sujet. On le connaît bien, François, donc je vais lui laisser expliquer où il en est, en quoi consiste son programme et comment vous pouvez coopérer peut-être entre vous, François. Bonjour Myriam, effectivement, je me faisais la réflexion en, en remerciant la Fondation E5T de cette invitation. J'ai envie de dire effectivement encore une fois, parce que en 2015, on était très peu nombreux à aborder ces sujets-là. Et je vois que le maritime, qui était à l'époque inaudible quand effectivement on évoquait les vrais sujets de transition écologique, énergétique et de tous les usages énergétiques à la mer, on a fait effectivement en 5 ans un sacré chemin. J'ai partagé mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez? Oui. Oui. Ok, super, merci. Donc, je vais passer à la slide suivante, si ça fonctionne. Voilà. Frédéric Cuvillier en parlait ce matin. Nous sommes un peu prisonniers de certaines images et les cartes fixent les images et fixent les mondes imaginaires qu'on a en tête les uns et les autres. Le monde océanique échappe pas à la règle. Et on a en tête des océans et des mers qui sont à la fois infinis et multiples. Et j'ai envie de vous proposer aujourd'hui cette projection qui est très originale et très intéressante. C'est la projection dite de Spielhaus, qui était un géographe d'Afrique du Sud, et qui montre à quel point on est ici sur, je dirais, une forme de milieu unique, où tout ce qui s'y baigne va se transformer et se transmettre. Ça veut dire que si je rentre un polluant à un bout de cet océan, on a pour habitude de dire, par exemple, qu'une goutte d'eau va mettre 1000 ans à faire le tour de l'océan. Ce polluant-là, cette forme en mer, va se retrouver aux 4 coins de la planète après. La pollution, c'est bien sûr le plastique. Ce sont aussi des gaz. Ce sont aussi des boîtes beaucoup, beaucoup plus grosses. Et on a vu cette année des événements hors normes de porte-containers qui perdaient jusqu'à 1900 boîtes en un seul coup. Et on en a eu 3 ou 4 de très, très grande taille à très, très fort impact. C'est aussi du son, c'est aussi une forme de pollution dont, vis-à-vis de laquelle nous on travaille depuis 3 ans maintenant et qui est, si j'ose ce jeu de mots un peu stupide, audible enfin aujourd'hui. C'est une pollution qui est très forte et qui fait que les impacts anthropiques au sens le plus large vont être extrêmement forts aujourd'hui, vont avoir des formes de facettes très larges aussi, et de réduire le problème de polluants en mer au plastique est un risque. Donc il faut vraiment, et c'est important pour nous, qu'on puisse aller un peu plus loin. Je passe à la taille suivante. Si effectivement on vient sur ce qu'est le plastique en mer, qui est effectivement le déchet aujourd'hui le plus emblématique parce que le plus visible, le plus sexy, j'ai envie de dire, sur les images, et on en a une qui est assez symbolique ici à l'écran. En fait, le problème, et là, effectivement, on n'est pas tout à fait en phase avec mon ami Yvan Bourgnon sur le sujet, mais le plastique, on sait très bien d'où est-ce qu'il vient. Tu expliquais, Myriam, qu'on en est à 300 millions de tonnes de plastique produits par an à peu près, 100 millions qui se retrouvent hors des filières des 3R dont on parlait avant avec Bob aussi. Sur ces 100 millions de tonnes, il y a au moins une dizaine de millions de tonnes que l'on retrouve en mer.
moi, j'ai envie de dire, j'ai pas envie que l'on attende que ce plastique soit en mer pour le traiter. C'est-à-dire qu'on sait exactement où sont les producteurs, où sont les pourvoyeurs, et c'est très important qu'on ait bien en tête qu'une fois qu'on jette dans l'eau, et l'eau, c'est très près de chez nous, en fait, c'est au bout de l'évier, c'est au bout de la zone de production. Il est très important que l'on puisse agir très tôt et ne pas agir à un instant où le plastique va créer des problèmes annexes très importants qui n'ont pas été abordés jusque-là et que je vais aborder un petit peu plus loin. J'ai envie de dire aujourd'hui que ce plastique, il se dégrade, il se dégrade très vite. Il a des impacts très larges. On le retrouve bien au-delà de la couche que l'on va photographier fréquemment, sur des particules très très fines. Les bébés humains ingèrent chaque jour en moyenne sur la planète plusieurs millions de microparticules de plastique, même s'ils ne boivent pas de l'eau de mer. Donc on en est vraiment à des vrais enjeux très larges sur lesquels on pense qu'il faut agir très vite. Le plastique est dans l'eau des ruisseaux, des rivières bien sûr, les océans, sous forme de particules plus petites. Il va avoir des interactions fortes avec je dirais, la partie la plus fragile des écosystèmes, dans les formes de rivières, fleuves, mais aussi en mer. Elles sont présentes, ces microparticules, avec le cycle de l'eau, depuis le sommet de l'Everest jusque dans les assiettes qui sont les nôtres et dans notre corps, en sachant que pour les plus fines, elles sont si fines que les cellules du corps humain ne les identifient pas comme étant un problème et elles passent à travers. Donc ça veut dire que vraiment, ces plastiques qui se mêlent très très vite à ce qui vit, vont progressivement faire corps avec le tissu le plus fin de ce qui va être le vivant, des microparticules que sont les virus. On en parle un petit peu en ce moment, les virus. Donc les virus vont aussi se promener avec ça. Les bactéries qui peuvent agir, y compris de façon intéressante en le dispersant ou en le métabolisant aussi. Nous sommes tous aujourd'hui aussi infectés que le monde océanique. Donc c'est vraiment important que l'on puisse, je dirais, premièrement, en rendre compte en fait, et puis vraiment intervenir très tôt. Très tôt pour éviter de le ramasser en mer, parce que intervenir en mer, c'est arrivé avec le bulldozer dans ce que j'appelle un service de néonates, parce que ce qui se passe à la surface de l'eau, c'est fragile et c'est important pour les écosystèmes océaniques. Il y a des vrais aspects de vie très importants qui vivent sur la couche première océanique, qui se reproduit là et qui grandit là. Prendre les déchets plastiques sur cette couche, on va dire des 2 ou 3 mètres, où effectivement, en mer, avec des formes de filets, on aurait la tentation de gentiment intervenir. C'est empêcher le vivant de vivre, et c'est intervenir là où il est le plus fragile. Il faut pouvoir épargner ce vivant-là, donc faire en sorte que le plastique soit vraiment enlevé de cette première couche océanique, mais bien plus tôt avant. Les débris qui sont en mer et qui existent depuis que le monde est monde, c'est du bois, c'est autre chose, ils sont utilisés de manière très importante par la chaîne entière de la biodive en fait. Je vais poursuivre avec ce qui me semble aujourd'hui le plus efficace, le plus utile, qui est premièrement de moins produire de déchets plastiques. J'ai envie de dire, depuis des années
que l'on vient prendre les poubelles qui sont devant chez vous, en général, ça se passe la nuit. Je ne suis pas sûr que l'impact a été très fort sur la production de vos déchets individuels. Donc, de ramasser les plastiques en mer, c'est aussi pour nous envoyer un message fort de c'est pas grave, les gars, vous pouvez y aller. Nous, on va s'occuper de ce sale travail. Ce sale travail ne se fera pas bien en mer, ne se fera pas. Et on a en même temps des vrais moyens de travailler bien en amont. Je reprendrai le slogan de belles ONG qui explique que les producteurs d'eau sont plutôt des producteurs de bouteilles en plastique. Donc, il y a vraiment des formes de modèles économiques à reprendre. Il y a des formes de vraie prise en compte de problèmes très tôt, c'est-à-dire qu'effectivement, la mer, comme on le voit sur les premières images qui sont là, ce n'est pas la côte. La mer, c'est votre évier. La mer, c'est les bouches des égouts et c'est les évacuations de pluviales avec des choses qui se mettent en place à gauche et à droite dans des fleuves, dans des formes de rivières, dans des formes de grandes installations industrielles aussi, et qui ont un vrai impact sur le cycle lui-même. J'ai envie de dire aussi, mais j'imagine que Nicolas, que j'ai pas eu le temps de rappeler avant, va en parler après, mais le monde agricole est très utilisateur de plastique aujourd'hui. Je laisserai sûrement Nicolas aborder le sujet. Je vois qu'il sourit, donc ok, il avait prévu. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai travail, je dirais au sens de la FAO, au sens le plus large, qui aujourd'hui n'est pas abordé ou très très peu, et on est très en retard sur le monde agricole. Moi, j'ai le privilège de vivre sur une île où il y a des vignes, et autour de ces vignes, on protège les pieds parce qu'il y a aussi des petits lapins sur cette île. Donc, on a des petits tubes de protection en plastique que je retrouve à la plage quand j'y vais, que je retrouve dans les champs. Et c'est exactement, alors je ne parle même pas de l'agriculture intensive, de bâches en plastique, etc. Mais ce sont des champs sur lesquels on a un travail immense à faire de sensibilisation, parce que oui, la sensibilisation, c'est important, de réglementation aussi, parce que là aussi, il y a un champ qui est immense à faire et vis-à-vis duquel les États, on l'a vu sur d'autres sujets de pollution, mais les États, ils traînent des pieds de manière très ostensible aujourd'hui. Donc, il est très important que l'on puisse agir de manière globale. Et pas attaquer le problème une fois que nous, on estime que c'est vraiment, vraiment trop tard. 3 mots sur Esprit de Vélox, parce que je n'avais pas prévu de parler trop du programme, mais dans cette forme de logique qui est la nôtre, nous, on a prévu de travailler effectivement en amont. Ce qui nous semble important aujourd'hui, c'est de réduire le poids du transport à la mer, du travail à mer, de la présence de l'homme à la mer. Donc, nous travaillons sur une vraie autonomie à 100% à la mer, vraie autonomie énergétique, sur lesquelles aujourd'hui on a un feu vert de principe de l'administration française, du Bureau Veritas, de l'organisme de classement avec lequel on travaille aujourd'hui, avec des vrais enjeux qui vont du transport jusqu'à la plaisance. Ce qui nous semble important, c'est vraiment de travailler sur cette forme de réduction de besoins énergétiques, de travailler en vraie autonomie, de travailler lorsqu'on ne peut pas faire autrement sur les réemplois, les réusages. Alors là, ça ne se verra pas très bien à l'écran et c'est aussi un peu fait exprès. Mais on sort d'une vraie semaine qui a été très intéressante pour nous, où nous avons avec le chantier en France, on était chez H2X, en train de produire avec Arkema les premières formes de résine et de composite qui vont être recyclables en fin de vie et dont les impacts de production, les déchets vont être réutilisables et recyclables aussi. C'est en travaillant de manière aussi amont que ça qu'on a des chances de
de pouvoir impacter ce qui se passe aujourd'hui. Il est, à notre avis, vraiment trop tard pour éponger ce qui se passe en mer. Le plastique est omniprésent dans les océans. Ce qui est visible en surface, y compris si c'est très spectaculaire, c'est une infime partie de la pollution aujourd'hui. Il faut absolument qu'on ferme le robinet et le faire très vite. Et c'est donc vraiment à terre que cette bataille-là doit se poursuivre, vraiment à force. Et si on la mène en mer, c'est que la bataille aura été perdue en avance. Ouais, Voilà. merci François. Je pense que vous avez des propos voilà, sur l'ensemble de la chaîne avec ce levier de la prévention et ce levier curatif. C'est vrai que notre niveau de conscience nous induirait à préférer le niveau préventif, mais ça ne suffit pas. Il y a eu des réglementations qui ont été mises en place sur l'utilisation des sacs en plastique qui commencent doucement à porter leurs fruits, mais je ne suis pas sûre que ce soit suffisant. C'est un autre débat sur lequel on reviendra. Et donc, on a parmi nous un professeur d'écologie marine qui est Rachid Amara, qui est aussi vice-président délégué aux relations internationales de l'Université du littoral Côte d'Opale et qui connaît aussi ces problèmes de pollution marine. Alors, Rachid, est-ce que vous pouvez nous donner votre décryptage? Tout à fait. Bonjour à tous. Alors, je vais partager peut-être mon écran, ça sera plus simple parce que en termes de coordination, voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, c'est sûr qu'intervenir après ces belles présentations, hein, ces différentes initiatives qui ont déjà pas mal abordé ce que je voulais dire, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de se concerter, mais c'est sûr que cette thématique de la pollution est une thématique très, très large et il aurait fallu consacrer carrément toute une séance, tout un congrès hein, pour aborder ça. Alors, très, très rapidement, beaucoup de choses ont été dites, hein, donc je passerai certainement assez vite sur un certain point, mais tout d'abord, j'aimerais quand même rappeler hein, ce qui est important, c'est l'importance des océans au travers des biens et des services que ces mers et ces océans procurent pour l'homme et la planète en général. Alors, juste pour donner deux petits exemples, hein, 50% de l'oxygène que l'on respire provient de la mer, 30% du CO2 est absorbé par les mers et les océans et donc qui contribue à réduire le réchauffement climatique. Alors, à côté de ça, aujourd'hui, les mers et les océans, on l'a vu tout au long de la journée, hein, sont considérés comme des moteurs de l'économie et qui offrent tout un potentiel considérable en matière d'innovation et de croissance. Alors, le souci, c'est que malheureusement, aujourd'hui, ces mers et ces océans, hein, ça a été rappelé dans des exposés précédents, sont fortement impactés par tout un ensemble d'activités humaines qui sont à la fois nombreuses et diverses. Alors, c'est parfois très difficile à visualiser les différentes pressions qui s'exercent sur ces mers et ces océans. Mais à titre d'exemple, il y a eu une étude qui a été réalisée en 2008 par un consortium de scientifiques internationaux et qui ont cartographié pour la première fois disons, les principales pressions humaines qui s'exercent sur le milieu marin. Alors, cette étude a été très intéressante parce qu'elle a permis de prendre conscience, du moins de visualiser pour la première fois que la situation est quand même relativement grave, puisque l'une des conclusions de cette étude, c'est que 41% de la surface mondiale des océans est aujourd'hui très fortement affectée par les activités humaines. Alors, c'est notamment le cas sur les côtes européennes, notamment ici sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Hein. On voit ce code couleur hein, avec du rouge, c'est-à-dire c'est là où les pressions anthropiques hein, sont les plus
importante sur le milieu marin. Donc voilà, cette étude a quand même permis de prendre conscience de ce problème. Alors, pour revenir au sujet de la présentation d'aujourd'hui, on parle de pollution. Alors là aussi, ça a été dit, hein, l'essentiel de la pollution vient de la Terre, au travers de différentes sources que je ne vais pas détailler. Juste quelques petits exemples, hein, mais ça complète tout ce qui a été dit. Aujourd'hui, on estime à 2 millions de mètres cubes d'eau usée qui sont rejetés chaque jour dans le monde, ce qui correspondrait à peu près à 730 millions de mètres cubes par an. Donc, c'est des quantités énormes. Et quand on sait que dans les pays, disons, développés, on a une proportion, là, si vous voulez, en moyenne, on a 50% des eaux usées qui sont rejetées malheureusement sans traitement, mais dans certaines régions et dans certains pays émergents, ça peut aller jusqu'à 90%, voire 100%, hein, c'est-à-dire que la totalité des eaux usées se retrouve en mer. Alors bien sûr, ces eaux usées renferment tout un tas de polluants que je ne vais pas détailler, mais j'aimerais également insister sur le fait que lorsqu'il y a des stations d'épuration, lorsqu'elles existent, c'est le cas par exemple en France ou dans beaucoup de pays développés, ces stations d'épuration ne sont malheureusement pas forcément adaptées ou elles n'ont pas été forcément conçues pour traiter l'ensemble des pollutions, notamment tout un tas de polluants nouveaux, hein, que l'on qualifie de contaminants émergents, c'est-à-dire c'est des contaminants qu'on n'avait pas décelés auparavant, hein, dans l'environnement et que l'on connaît encore très, très peu. Alors justement, je voulais prendre deux exemples de ces contaminants émergents, mais vraiment pour illustrer très rapidement cette thématique. Alors, je voulais prendre l'exemple des résidus de médicaments. Comme vous le savez, ces résidus de médicaments aujourd'hui ont plusieurs origines, plusieurs sources, hein. Ils proviennent bien sûr des industries pharmaceutiques, mais aussi des médicaments qui sont jetés dans les déchets ménagers, dans les eaux usées des foyers, des hôpitaux. Mais aussi, il faut savoir qu'en agriculture, hein, que ce soit notamment pour les élevages, alors que ce soit les élevages terrestres, mais aussi en aquaculture, hein, on utilise malheureusement beaucoup d'antibiotiques, etc. Alors, aujourd'hui, ces résidus de médicaments, leur présence, elle est avérée dans les milieux aquatiques, c'est-à-dire que lorsqu'on analyse, lorsqu'on fait des prélèvements d'eau, on retrouve tout un tas, vous voyez ici, hein, de substances pharmaceutiques. Alors, c'est un phénomène qui est un peu inquiétant parce que c'est un phénomène qui est en augmentation, parce que, bien évidemment, la population humaine et notamment de vieillissement, à cause du vieillissement de la population, mais aussi de l'intensification de l'agriculture. Et puis, il faut savoir aussi qu'en France, la France est le deuxième plus gros pays en Europe, hein, en termes de consommation de médicaments. Alors, toutes ces substances médicamenteuses qui se retrouvent dans les eaux, un certain nombre d'entre elles sont considérées comme des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire que ce sont des substances qui peuvent engendrer toute une perturbation au niveau du système endocrinien. Alors, j'ai pris un exemple, c'est le cas, par exemple, de la pilule, hein, notamment de la substance active qui est contenue dans cette pilule, c'est-à-dire l'éthénylestradiol, qui, comme beaucoup de résidus médicamenteux, se retrouvent dans les milieux aquatiques. Et aujourd'hui, on a constaté qu'elle est quand même responsable de la féminisation, que ce soit des poissons ou des amphibiens qui se retrouvent dans ces milieux-là. Donc voilà, c'est une pollution qui n'est pas forcément toujours visible, mais qui peut causer pas mal de dégâts. Alors bien évidemment, l'autre exemple, mais qui a été déjà beaucoup abordé, c'est la pollution par les plastiques. Donc là, je vais aller très vite puisque toutes les précédentes
présentation ont surtout parlé de ça. Alors, c'est un peu dommage parce que c'est une thématique sur laquelle je travaille et sur laquelle on travaille ici au laboratoire. Alors, c'est vrai que c'est un phénomène qui est largement médiatisé, hein, on en parle énormément, hein, et qui est tout à fait justifié, hein, parce que c'est vu l'ampleur de cette pollution et des impacts à la fois environnementaux et sanitaires qui peuvent causer. Alors, très très vite, justement, pour pas m'attarder là-dessus, comme ça a été dit, la majorité. Alors, je ne vais pas revenir sur les chiffres parce que au niveau des chiffres, je suis un petit peu. Enfin, faut les prendre, disons, à la pincette quand on dit il y a telle quantité, parce que je voudrais quand même souligner qu'aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, un des verrous méthodologiques que l'on a, c'est la façon de quantifier. La façon de quantifier ces plastiques, alors que ce soit des macrodéchets, mais surtout, hein, j'en parlerai un peu plus tard, des microplastiques, voire des nanoplastiques, c'est-à-dire des plus petits de ces plastiques. Donc, on a vraiment aujourd'hui un challenge en termes de méthodologie, à la fois d'échantillonnage et d'analyse, pour pouvoir avoir une estimation réelle. Et aujourd'hui, toutes les études qui sont réalisées un petit peu partout dans le monde, chacun utilise un peu une méthodologie qui lui est propre, ce qui fait que c'est très difficile aujourd'hui de comparer des résultats. Et donc, voilà, ça peut laisser la porte ouverte aussi à de très nombreuses interprétations. Alors, ceci dit, donc, comme je disais, ce que l'on voit à la surface de l'eau, bien sûr, c'est très inquiétant, mais ce qu'il faut savoir, et ça a été dit, ce n'est qu'une partie de l'iceberg, hein, puisque l'essentiel de cette pollution se retrouve sous l'eau, notamment 70% des plastiques qui sont introduits en mer finissent par sédimenter au fond de la mer. Et malheureusement, aujourd'hui, les pêcheurs, si on discute avec des pêcheurs, ils vous diront que voilà, dans certains secteurs, dans certaines régions ou certaines mers, dans leurs filets, bien souvent, ils remontent beaucoup plus de déchets plastiques que de poissons. Alors, ces déchets plastiques, ils diffusent malheureusement sur de grandes distances et aujourd'hui, on a la preuve que ces déchets peuvent se retrouver très loin, voire dans de grandes profondeurs, puisque aujourd'hui, au niveau des abysses, hein, dans des profondeurs de plusieurs milliers de mètres, dans des fosses, on a pu observer la présence de ces plastiques. Alors, quand on parle de pollution plastique, ce qui est aujourd'hui beaucoup plus inquiétant, effectivement, même si ces macroplastiques sont importants, c'est beaucoup ces plus petits plastiques, c'est ce qu'on appelle ces microplastiques, voire ces nanoplastiques, alors qui peuvent avoir bien sûr plusieurs origines, hein, notamment bien sûr la dégradation des plus gros déchets, des macroplastiques, mais aussi ils peuvent provenir tout simplement de l'industrie, hein, qui utilise des microbilles, voire dans l'industrie du textile, hein, comme vous pouvez voir par exemple, il y a des études qui ont clairement montré que des vêtements textiles au cours de chaque lavage peuvent libérer jusqu'à 700 000 fibres de plastique. Et malheureusement, ces fibres, on les retrouve très souvent, hein, lorsqu'on fait des prélèvements d'eau et qu'on analyse ces eaux-là. Donc voilà. Alors, je voulais simplement vous présenter un exemple d'étude que l'on a réalisé ici dans la ville de Boulogne-sur-Mer, parce que parmi les thématiques auxquelles on s'intéresse aux sources, hein, et donc on a cherché à mieux comprendre ce qui se passait au niveau des stations d'épuration, parce que je vous avais dit que les stations d'épuration n'étaient pas conçues, du moins n'avaient pas été pensées, hein, pour traiter ce genre de polluants, que ce soit les résidus de médicaments ou les microplastiques. Donc, l'étude que l'on a menée montre que les stations d'épuration contribuent très fortement à réduire les microplastiques qui arrivent, hein. Vous voyez ici, c'est les quantités, donc on est aux alentours de 400 microplastiques par litre, disons dans les eaux brutes, hein, des eaux qui arrivent en entrée de station, et en sortie de station, on se retrouve
avec des quantités nettement diminuées, hein, aux alentours de 9 microplastiques par litre. Alors, c'est très encourageant, mais si on rapporte au volume d'eau usée traitée chaque année, enfin de façon journalière par ces stations, hein, dans le cas de la station de Boulogne, c'est 20 000 mètres cubes, 9 microplastiques par litre multiplié par 20 000 mètres cubes, ça nous donne 179 millions de microplastiques rejetés chaque jour dans le milieu aquatique dans lequel se déversent ces eaux. Donc voilà, c'est juste pour montrer que ce phénomène de pollution reste quand même très important. Alors, les impacts, je vais passer très très vite parce que je vois que le temps défile. Des impacts, bien sûr, que tous ces plastiques ont un impact sur la faune marine. Hein. Vous voyez, on en retrouve partout dans tous les organismes, que ce soit des moules, des poissons, voire des organismes les plus petits, des organismes planctoniques, hein, des copépodes, etc. Donc voilà, aujourd'hui, tout le réseau trophique est impacté par ces plastiques. Alors, je voulais quand même recentrer ma présentation par rapport à la thématique du transport maritime. Le transport maritime, juste pour rappeler que les mers et les océans ont de tout temps été des espaces majeurs de circulation et d'échange. Ce qui a simplement évolué, ce qui a changé, c'est que le trafic maritime a fortement augmenté ces dernières décennies. Hein. Vous voyez une augmentation de 300%, ça a été dit au cours de la matinée. Cette augmentation du trafic maritime, bien sûr, assure 90% du commerce mondial aujourd'hui, hein, mais on va voir a énormément d'impact. Alors, on peut voir ici l'exemple du détroit du Pas-de-Calais, hein, qui est considéré comme une véritable autoroute de la mer, où près d'un quart du trafic mondial passe. Et donc, bien sûr, on peut s'attendre à de très nombreux impacts. Alors, au niveau des impacts, là aussi, je vais passer très, très vite parce que ça a été dit. Alors, bien sûr, la pollution atmosphérique, ça a été largement expliqué précédemment. La pollution chimique, la pollution sonore également, ça a été dit, mais il ne faut pas perdre de vue également que toutes les infrastructures qui sont liées à ce transport maritime, c'est-à-dire les ports, aujourd'hui, tous ces ports ont été construits dans des baies, dans des rades, dans des estuaires, qui sont des habitats connus pour être, disons, des habitats d'importance écologique pour de très nombreuses espèces. Donc, on a empiété sur tous ces habitats et on impacte voilà, à la fois la biodiversité et les écosystèmes. Alors, quand on parle de pollution marine, bien sûr, on pense tout de suite aux hydrocarbures. Hein, c'est ce qui nous vient à l'esprit parce que c'est ce qui marque souvent les esprits lorsqu'il y a un échouage de pétrolier. Mais disons que ce n'est pas forcément la pollution la plus inquiétante, hein, même si le volume de transport d'hydrocarbures a fortement augmenté. On peut voir que le nombre d'accidents, quant à lui, a plutôt régressé, hein, parce que voilà, il y a des normes et des réglementations de plus en plus strictes. Rachid, oui. Parce qu'on est un peu hors du temps. Je pense que c'est très intéressant que vous ayez ouvert cette pollution aux différentes situations. On suivra les travaux de votre laboratoire et vous avez raison. Je pense qu'au-delà de la pollution par les plastiques, on devra ouvrir aux autres types de pollution et on invitera nos amis sur les navires à faire des prélèvements aussi sur les sujets que vous évoquez qui sont importants. Mais on aura l'occasion d'y revenir dans un autre atelier, j'espère, parce que vous nous ouvrez des horizons très intéressants. On est pris par le temps, donc je vais passer la parole, pardon Rachid, à… Non, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas pour cette belle présentation et pour vos travaux. Et puis, gardez l'énergie haute. On a vraiment besoin d'enseignants-chercheurs comme avec votre énergie. Donc, Nicolas Embert, qui est le directeur exécutif de Green Cross, va nous donner son éclairage. Il connaît bien les territoires marins, insulaires. Nicolas, qu'est-ce que tu peux ajouter à ce qui a été dit et au sujet qui nous intéresse aujourd'hui? Effectivement, déjà, je voulais dire à quel point j'ai été ravi d'être là
et à quel point ça n'a pas été visible, mais ça a quand même été répété. On a la chance sur le domaine de la pollution des océans d'avoir des acteurs très engagés qui travaillent en réseau et qui aiment à se rencontrer et qui, d'une certaine manière, sont des amis. Et je m'excuse d'ailleurs auprès de Bob, auprès d'Yvan, auprès de François, de pouvoir pas être avec eux en ce moment. Mais en l'occurrence, ce qui est important de préciser et qui revient au titre, c'est qu'on est dans un enjeu sur lequel on a une bataille, qui n'est pas une bataille violente, qui n'est pas une bataille avec du sang, mais on lutte contre le temps et on ne pourra y arriver que tous ensemble et en complémentarité. Et le fait que symboliquement, on soit parti en retard et on est en train de dériver est quelque chose qui est assez illustratif de ce qu'on doit arriver à réussir comme défi collectif quand il s'agit de reconquérir une bonne santé sur les océans. Beaucoup me connaissent, mais je rappelle en 2 mots d'où vient Green Cross, d'où je parle et qui on est. Green Cross, c'est cette association qui a été fondée par Mikhaïl Gorbatchev en 93 suite à Rio 92 pour fournir des pistes de solutions concrètes, ce qu'on appelle des clés pour agir dans la lutte contre le dérèglement climatique, avec un mode de fonctionnement qui, en toute modestie, comparable, même si microscopiquement plus petit que celui de la Croix-Rouge, neutralité politique, bienveillance par rapport aux institutions et aux porteurs de projets et des actions concrètes sur l'eau, le littoral, l'océan, l'alimentation, les villes et territoires durables, l'économie circulaire, la coopération et solidarité qui alimentent aussi nos plaidoyers. Et la communauté urbaine de Dunkerque est très chère à mon cœur, à tel point que j'ai la chance de présider le conseil scientifique du Learning Center de la ville durable qui y est installé, que sur différents projets, dont le projet Territoire d'innovation, on a eu l'occasion de travailler avec eux. Je voudrais quand même, en début de mon propos, remettre les pieds dans le plat pour refixer les urgences et les enjeux. Dans la lutte contre le dérèglement climatique, des gens comme Jean Jouzel ou Valérie Masson-Delmotte, qui sont les représentants français du GIEC, ou Nathalie Ilmy, qui est la représentante de Monaco au GIEC, se pressent à dire qu'on a maximum 10 à 15 ans pour agir concrètement en remédiation. Et pendant très longtemps, on s'est posé la question, est-ce qu'on commence par le climat? Est-ce qu'on commence par la biodiversité? Est-ce qu'on commence par des enjeux de résilience, d'adaptation, d'atténuation? Ces débats sont aujourd'hui derrière nous. Les solutions qui sont des solutions bonnes pour le climat sont des solutions qui sont bonnes pour la biodiversité, qui mettent en avant l'économie circulaire. On y reviendra plus tard concernant les polluants plastiques. Il est possible à la fois de tarir le gisement et d'aller récupérer de manière priorisée ce qu'on a d'ores et déjà mis en mer tout en ayant une bonne production de contenu scientifique. Ce qui est clair, c'est qu'on a aujourd'hui 15% de la production de la biomasse de l'océan qui est en péril, que les effets du plastique qui se retrouve dans l'océan sont aggravateurs du dérèglement climatique et sont également des effets perturbateurs sur le vivant. Et qu'on intervient dans un contexte où les phénomènes climatiques extrêmes sont de plus en plus nombreux, donc les déchets qui, entre guillemets, se retrouvent par accident dans le milieu aquatique ou dans le milieu marin sont de plus en plus nombreux. Il ne vous a pas échappé que depuis un petit peu plus d'1 an déjà, on était en contexte pandémique par rapport à ce qu'on appelle la Covid-19, qui est la maladie issue du coronavirus, mais plus généralement, l'une des émanations de ce qui arrive avec les zoonoses qu'on voit circuler dans le milieu vivant, animal, humain et marin depuis plus de 30 ans et qui montre qu'on a rompu les barrières d'espèces et les mécanismes naturels de stabilité entre l'humain, le vivant non humain et la nature. Ce que vous voyez dans mon schéma en haut à droite par la succession de vagues qui consiste à dire que le Covid était une vague relativement gentillonnette par rapport à ce qui nous attend et que la lutte contre le dérèglement climatique est un tout petit peu plus grande dans sa force d'impact, mais un tout petit peu plus loin, ce qui fait qu'on la voit moins. Et ayant dit ça, on est sur une activité qui nous pousse à prendre du recul et à considérer différemment ce qu'on semblait inéluctable jusqu'à maintenant et qu'on doit aussi regarder comment ne pas gâcher une crise telle que celle que l'on vit
et ce que cette crise a à nous apprendre. Tout d'abord, avec la fermeture des frontières, on s'est rendu compte de manière très claire que 90% des marchandises circulent par des voies maritimes, que bien travailler sur le maritime était essentiel pour avoir une vision stratégique à la hauteur des enjeux. Et qu'en même temps, les effets du dérèglement climatique étaient tels qu'on était aujourd'hui dans une logique de remédiation plus que dans une logique d'ajustement. Donc, il faut changer de perspective, changer de braquet, changer de manière d'agir. En ce qui concerne les déchets en mer, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit sur la catégorisation. Savoir si à ce stade, on a 80 ou 90% des déchets qui se retrouvent en mer, qui proviennent en fait du littoral ou non, pour moi, est des ajustements qui convient bien sûr d'identifier clairement, mais ne doit pas nous faire perdre de vue l'urgence d'agir. Et dans cette urgence d'agir, on peut être rassuré sur une chose, c'est que 100% des déchets que l'on retrouve en mer, sur le littoral et dans nos rivières sont directement liés à nos activités humaines. Que dans l'émergence des déchets en aval, on a 3 facteurs qui expliquent leur origine et leur prolifération. D'une part, on met en avant les éléments naturels, les inondations, les périodes de sécheresse, l'activité touristique qui va créer du déchet. Mais dans ce cas-là, ça veut dire aussi qu'en amont, on n'a pas pris les mesures adaptées pour lutter contre ce déchet sauvage. De l'autre, en termes de gestion publique, on a souvent une gestion publique qui a récemment ajouté comme une rustine sur un ensemble d'autres choses la problématique des déchets et qui doit être actualisée, modernisée pour être plus intégrée et plus inclusive. Et enfin, du côté des acteurs économiques, on est tous responsables et on s'est rendu compte d'ailleurs avec l'Organisation maritime internationale depuis 1 an ou 2 que quand des opérateurs économiques majeurs comme CMA, CGM, Maersk et consorts prennent tous leurs responsabilités et veulent lutter sur la réduction des déchets, la réduction des accidents en mer et la lutte contre le dérèglement climatique, on arrive à faire des pas très rapides. La somme de tous les pas qu'on fait actuellement représente à peu près 10% de ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Et on pense chez Green Cross que par des mesures simples, sur les 2 années à venir, on peut passer de 10% à 30, voire 50%. Et passer à 30 ou 50%, avec des initiatives comme celle d'Yvan, avec des initiatives comme celle de Bob, ça permet d'avoir une démarche inéluctable qui fait que majoritairement, on a déjà enclenché la transformation et donc au final, on aura gagné par le jeu économique et par la mobilisation des acteurs. On a 2 niveaux de priorité par rapport à ceci. D'un côté, tarir le gisement. François en a parlé un tout petit peu avant, mais ça veut dire éviter le déchet en essayant de l'attraper avant qu'il ne se trouve en mer. Et de l'autre, neutraliser le stock, c'est-à-dire en commençant par les éléments les plus dangereux, arriver à faire en sorte que le déchet qui est déjà aujourd'hui parti dans la nature ne se retrouve pas à être un polluant majeur à horizon 2030 et avec une remédiation qu'on souhaite complètement acquise sur la période 2035 à 2050. Sur la partie tarir le gisement, dans l'urgence d'agir, on en a une qui est simple et qui a déjà été activée par la dynamique européenne, c'est de passer du jetable au durable. Changer nos habitudes de consommation. On a d'ores et déjà commencé avec les sacs plastiques, il faut aller plus loin ou plus fort. Aujourd'hui, des acteurs de très gros plans se mobilisent sur les crèmes solaires, les cosmétiques, les aliments pour lutter avec acharnement contre la présence du plastique et contre la présence du jetable. Le secteur de la plaisance profite de l'opportunité des Jeux olympiques de 2024 pour se fixer de nouvelles barrières et avancer très concrètement. Et l'identification et la collecte des déchets et débris en mer, on a vu cette soirée plein d'initiatives passionnantes, coordonnées, qui toutes recherchent de l'argent, des moyens, des points d'ancrage pour changer d'échelle. On a les bons démonstrateurs, par contre, dans la massification, on n'y est pas encore. Pour aller plus vite, il faut mobiliser et activer les villes portuaires, les ports de commerce, les ports de pêche et tous les socioprofessionnels de la mer. Pas uniquement dans l'identification en mode Yaka Faucon,
mais aussi en prélevant des éco-contributions et en remettant ces éco-contributions à disposition de ceux qui agissent concrètement. On essaye de faire ça, François l'a ébauché tout à l'heure, sur la question des plastiques agricoles, parce que les maraîchers se sont mobilisés, y compris à travers leur confédération professionnelle, en se disant la situation que l'on vit ne peut plus durer, il faut que des éco-organismes se prennent en main et soient à la hauteur des enjeux. Travailler avec les distributeurs et les metteurs en marché. On a vu des Leclerc, on a vu des Casinos qui communiquaient sur le fait que nos déchets ne doivent plus aller à l'océan. C'est vrai, là aussi, changer de braquet. Encourager les actions régulatrices ambitieuses à tous les niveaux et notamment travailler avec les filières responsabilité élargie du producteur, c'est plus que jamais une urgence. J'en profite pour lancer un coup de gueule. Green Cross était jusqu'en 31 décembre de l'année 2020 au Conseil national des filières REP. On a eu l'impression d'être parmi les plus agissants. On a fait bouger les choses sur la REP Plaisance. Conclusion, dans le nouveau décret portant nomination des acteurs sur la période triennale à venir de la filière REP 2021-2024, nous n'y sommes plus. Il y a un moment où ce message n'est pas un bon message et les filières responsabilité élargie du producteur, qui ont plus que jamais montré leur efficacité sur les emballages, doivent aller plus vite et plus loin et ne pas rester dans le ventre mou. Développer les filières alternatives, on a vu énormément de prototypes à taille de démonstrateurs, c'est excellent. Maintenant, il faut y aller, il faut massifier, il faut passer à taille industrielle. François Fraisse citait les vendeurs de bouteilles plastiques avec lesquels on travaille, qui vendent effectivement de l'eau à l'intérieur de leurs bouteilles plastiques. On pensait jusqu'à une nouvelle qui nous a peut-être tous émus ce lundi, qu'avec Emmanuel Faber, avec Danone qui passait une entreprise bicorp, qui mesurait son empreinte carbone, qui mesurait son impact, on allait avancer vite et bien. Là aussi, je mets un point d'interrogation, mais si on veut, on peut. Du côté des plastiques qui sont d'ores et déjà dans l'océan, tout n'est pas perdu, mais il faut qu'on priorise par la recherche scientifique en allant regarder les zones en jeu sur tous les niveaux de pollution, ça a été dit avant, en n'oubliant pas les micropolluants, les perturbateurs endocriniens, les substances que REACH a aujourd'hui interdit à terre sur la zone Europe, mais qui restent très importantes et contenues en mer. C'est en impliquant chacune des communautés littorales, chacun des consommateurs, chacune des entreprises qu'on arrivera à le faire tous ensemble. On a besoin qu'on ait 50 projets comme Plastic Odyssey, comme Sea-Cleaner, qui demain se mettent en place et pas un seul ou deux. Donc, accélérons, arrivons à trouver l'argent qui est nécessaire, expliquons qu'on est dans le devoir de vigilance, dans la responsabilité des entrepreneurs, que ça s'intègre dans les politiques RSE de tous les metteurs en marché et on peut le faire. Et surtout, ce qui pour nous est essentiel, arrêtons de produire des études qui ne débouchent pas sur des projets concrets. Sortons de ce que l'on appelle la paralysie par l'analyse. Prototypons, testons, allons-y largement. Les Britanniques ne savaient pas que c'était impossible. Au-delà de la question du Brexit, ils ont repris leur levier, ils ont mis en place énormément de projets pour lutter contre le plastique. J'ai suffisamment de croyances et de convictions en la machine Europe et en la machine américaine qui a été relancée par Joe Biden pour se dire « Yes, we can, and we can all together ». Et c'était le message que je voulais vous faire passer ce soir. Merci, merci Nicolas qui nous invite toujours à garder notre énergie haute. Vous l'avez encore haute parce qu'on a une intervenante de poids qui va pouvoir un petit peu donner sa perspective côté retraitement des déchets. Donc, c'est Marie-Thérèse Laguerre qui est directrice support opérationnel et innovation chez Veolia. Marie-Thérèse, on est un peu en retard, mais je vous laisse la parole et on est ravis de vous avoir parmi nous ce soir. À vous. Est-ce que vous voyez ma présentation? Bonsoir. Oui, ça y est, on la voit. Super, merci beaucoup. Écoutez, je suis ravie d'être là. C'était passionnant. Myriam, merci de m'avoir conviée. Le sujet des océans, le sujet de
de ces pollutions. Bien sûr, elles nous concernent toutes à titre individuel, à titre parental, parce qu'on est inquiet pour ces générations futures et c'est normal, on est d'abord inquiet pour nous presque. Mais je pense qu'il y a dans cette question quelque chose qui pour moi, peut-on gagner la bataille? Je me demande, est-ce qu'on a le choix? Je pense que nous n'avons pas le choix. Il va falloir gagner cette bataille d'une façon ou d'une autre, et parce qu'elle est juste vitale pour la survie, la nôtre, celle des générations futures, et que quand la France est aujourd'hui considérée comme étant le pays qui a le deuxième territoire maritime, c'est beaucoup d'opportunités et je pense que c'est surtout beaucoup de responsabilités. Et que cette responsabilité-là, on risque de nous l'opposer demain, de nous demander, mais vous, comment, en ayant la deuxième puissance maritime, vous n'avez pas été en capacité de protéger vos eaux, de protéger vos mers, comme vous avez pu le faire sur vos territoires terrestres. Et donc, on a un devoir, on a une responsabilité plus grande presque que notre population, c'est une responsabilité par rapport au reste du monde. Et pour moi, ça demande une coordination, sur les initiatives de recherche, sur les orientations publiques. Je ne pense pas qu'on puisse avoir une action qui reste localisée ou par l'Occident ou par les États-Unis ou par la Chine. Je pense que ça demande une action plus globale pour accompagner notamment aussi des territoires qui, aujourd'hui, n'auront pas les moyens de se lancer dans des actions fortes, grandes et nobles comme l'Occident peut le faire sur les océans. Et là, je parle très concrètement de l'Afrique qui va représenter demain une grande partie au vu de la croissance démographique de la population. Et ça demande quelque part d'avoir une action coordonnée qui puisse impliquer l'ensemble des parties prenantes. Et l'ensemble des parties prenantes, c'est l'ensemble des citoyens de ce monde. Donc, qu'il faut informer, qu'il faut sensibiliser sur leurs risques sanitaires. Et je pense que toutes les présentations qu'on a vues ici aujourd'hui vont dans ce sens, disent il faut améliorer la connaissance et la prise en considération du risque sanitaire sur l'ensemble de ces nouvelles pollutions. Alors, un groupe comme Veolia, forcément, nous, on contribue, en tout cas, on a dans notre action de business, je dirais presque, une capacité à contribuer fortement à diminuer le flux des pollutions qui vont être déversées dans l'océan, et ce, dès la source. Je pense que le tri, c'est d'abord un sujet de l'être humain. Je connais aucun être autre vivant sur cette terre qui pollue. Nous sommes les seuls à le faire. Donc, il faut savoir accélérer nos processus de tri, de valorisation des déchets, et notamment le déchet plastique. Et ça, c'est revenu très régulièrement. L'une des grandes préoccupations aujourd'hui, c'est le déchet plastique. Ces micropollutions du déchet plastique qu'on retrouve dans notre chaîne alimentaire. Alors, tout à l'heure, j'entendais quelque chose de terrible par l'un des intervenants qui disait, mais est-ce qu'on se rend compte de la consommation de plastique que peuvent avoir nos nourrissons aujourd'hui, et c'est terrifiant, moi, je trouve. Et donc, qu'est-ce que un groupe comme Veolia doit mettre en œuvre pour faire face à l'émergence effectivement de nouvelles pollutions, de nouveaux polluants? Et le professeur Amara le disait très très bien, nos stations d'épuration n'avaient pas été pensées à l'origine pour traiter des micropollutions qu'on n'imaginait pas aujourd'hui, en tout cas pas avec cette densité-là. Et donc, on s'engage et on est très engagé sur une politique d'innovation très engagée, certes, mais surtout très collaborative. Je pense qu'il faut un socle commun de connaissances et que c'est sur cette connaissance scientifique qu'on arrivera à déclencher les actions politiques et surtout les changements de comportement. Pendant des années, un certain nombre de personnes avaient cru bon de dire que la Terre était plate, et il a fallu une connaissance scientifique pour que tout le monde admette, eh ben non, cette Terre, elle n'est pas plate, elle est peut-être un peu ronde. Donc, on doit absolument arriver à cette même connaissance scientifique et que tout le monde accepte quelque chose qui partirait presque d'un postulat, en tout cas d'un état de fait, et que sur cet état de fait-là, on crée la dynamique, les moyens
aussi les moyens. On voit bien avec la crise sanitaire aujourd'hui que quand les États veulent, ils savent mettre les moyens nécessaires pour qu'on arrive à accélérer les processus. Nous, on fait le choix d'accompagner un grand nombre de projets qui ne sont pas les nôtres, mais dans lesquels on croit beaucoup. Ce sont des projets qui viennent alimenter notre propre connaissance et notre capacité à proposer des solutions efficientes et efficaces pour nos clients, pour les populations que nous servons. Et donc, c'est du Mediplace, c'est l'Observatoire du plancton, c'est Ciplastic, c'est Plastic Odyssée, c'est Tara avec qui on est très, très heureux d'avoir reconduit 2 ans de partenariat pour aller comprendre aussi ce que c'est que ce microbiome qui est aujourd'hui la connaissance peut-être la moins étayée sur le plan des océans. Je voudrais juste redire qu'il y a quelque chose qui est fondamental, c'est l'action de l'être humain, c'est l'action des citoyens, c'est l'opinion publique qui peut devenir un catalyseur d'action. Parce que l'opinion publique est celle qui est capable d'influencer, d'influer sur l'action économique, l'action industrielle, l'action des acteurs de cette économie et dont ils sont les consommateurs, dont ils sont aujourd'hui les clients. Et de dire, je n'accepterai plus d'être embarqué avec une marque que je vois être en capacité de dégrader les océans. Aujourd'hui, c'est un public qui doit être informé. Cette prise de conscience, elle est nécessaire effectivement d'un point de vue scientifique. Après, je pense que le behavior, le comportement humain, il est d'abord engagé par je dirais l'émotionnel. C'est ce qui vous prend aux tripes, qui fait que vous faites le pas nécessaire pour avoir une action concrète, efficace. C'est ce qui vous inquiète, c'est ce qui vous rassure, c'est ce qui vous amuse. C'est quand vous avez généré une émotion chez quelqu'un, ça j'en suis convaincue, que vous arrivez à le faire agir pour de façon un peu, en tout cas de façon concrète et cohérente. Donc je rejoins un certain nombre de propos qui se sont tenus. Je ne vais pas être très longue, mais parce que il y a tellement de choses intéressantes, tellement de choses très apprenantes. Moi, j'ai appris beaucoup avec vous tous aujourd'hui, et je crois concrètement que aller nettoyer aujourd'hui l'océan, c'est probablement pas la solution. Il faut le faire. Il faut, en tout cas, avoir une action à minima de stabilisation. C'est comme tout être malade. Quand vous arrivez malade chez votre médecin, il vous regarde, il vous analyse, il essaie de stabiliser la maladie que vous avez, et il essaie ensuite de vous proposer une médicamentation qui vous permet de recouvrer la santé. Et je pense que pour les océans, c'est quelque chose qui relève aussi de ça, mais il faut d'abord que nous arrêtions de polluer sur la Terre, de polluer à terre. C'est par cette action-là que nous arriverons probablement à commencer à dire, OK, comment on va régler le sujet de l'océan. Commençons d'abord sur la Terre, et l'océan ne s'en portera que mieux. Merci mille fois Marie-Thérèse, c'est convaincant et vous nous donnez de l'espoir. Et alors pour accueillir notre dernier invité, je sors mes lunettes qu'il ne va pas reconnaître, elles ne sont pas de sa collection, mais on a quelqu'un qu'on a rencontré qui est extraordinaire, c'est François Vandenhabil qui est avec nous. Et François a créé une entreprise qui s'appelle SI. Donc on a parlé de la pollution, on a parlé du traitement. François, lui, trouve dans l'océan sa matière première. François, est-ce que vous pouvez nous expliquer, sachant qu'on vous réinvitera aussi à La Rochelle, parce que sa spécialité avant tout, c'était les lunettes de soleil, mais la gamme s'étend. Alors François, la parole est à vous. Merci beaucoup, mesdames. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Fantastique. Vos lunettes sont terribles, ça c'est vrai, mais ne vous inquiétez pas, on a le choix, donc on trouvera une solution à ça.
En tout cas, merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui. Je suis très, très, très d'accord avec ce que disait Marie-Thérèse avant moi. C'est l'opinion publique qui est le catalyseur d'action. Il faut parler d'émotion, il faut parler de prise de conscience, il faut des choses qui prennent aux tripes. Moi, si vous voulez, je vais partager mon écran. Je vais essayer de vous expliquer l'histoire de C2C. Et comme ça, vous comprendrez comment cette histoire a commencé en 2015. C'est vrai qu'on ne tombe pas de son lit en se disant qu'on va faire des lunettes avec du plastique marin recyclé. Ça n'existe pas. Forcément, c'est des chemins qui sont croisés, des expériences antérieures. Et donc, je vais vous expliquer cette petite histoire. Alors, je vais essayer de… est-ce que on arrive à partager l'écran? Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? J'ai l'écran. Je pense qu'on a une difficulté. À… Voilà. Là, c'est bon? Non, pas encore. Je pense que tu vas devoir raconter ton histoire. Écoutez, donc C2C commence en 2015. Comme je vous disais, moi, j'étais très, très sensible à la problématique du plastique marin. Je suivais le projet de Boyan Slat, que vous connaissez tous. Et c'est vrai que j'étais inspiré par ça au début. Je trouvais que forcément, il y avait un gros problème. Moi, je venais d'un échec professionnel et avec l'âge, on commence à avoir des problèmes de vue. Ça, c'est un autre problème. Et donc, je suivais certaines marques qui commençaient à utiliser de la fibre recyclée. O'Neill utilisait du polyester qui venait de bouteilles de PET. Il y avait Adidas qui pensait à faire des premières chaussures avec du nylon. Et un jour, j'avais acheté ma première paire de lunettes et je me suis dit, waouh, est-ce que ça ne pourrait pas constituer, le plastique ne pourrait pas constituer une matière première réutilisable dans le monde optique. Alors, le monde optique, c'est une industrie qui fait partie de la mode. Comme vous savez, la mode est très, très, très contaminante. Mais au niveau de l'optique, c'est une industrie qui fait, je pense, 100 milliards de dollars annuels et le développement durable, le recyclage est pratiquement inexistant. Mais la matière première la plus utilisée, c'est le plastique. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai commencé à voir, moi j'habite à Barcelone, en Espagne, j'ai parlé à la région de Catalogne, j'ai été voir les confréries de pêcheurs et des sociétés qui faisaient de la gestion de déchets pour savoir ce qui était fait en termes de collecte, ce qui était fait avec les pêcheurs, ce qui était fait, et pas grand-chose était fait ici. Et donc, d'un autre côté, je connaissais rien au monde de l'optique. J'ai été au salon de l'optique à Milan, qui est une industrie, il y a plus de 3000 exposants qui sont là-bas, pour essayer de trouver un producteur. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que beaucoup ont rigolé au début. Certains m'ont dit que c'était une idée intéressante, mais qui n'était pas faisable. En fait, les gens ne voulaient pas s'aventurer dans cette histoire-là. Vous savez que quand on parlait de recyclage et de déchets, à cette époque-là, c'était pas quelque chose que les gens voulaient vraiment investiguer, et surtout dans un monde comme l'optique. Mais j'ai trouvé une société italienne qui travaille pour des très très grandes marques et ils m'ont dit OK François, on y va, on essaye. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a récolté différents types de polymères ici. Il y avait du PET, il y a de la polyamide, du 6, du 6,6. On a essayé avec du polyéthylène de haute densité. On a fait différentes choses parce que forcément, nous, on ne sait pas très bien à quoi on s'attaquait. Et donc, je suis parti en Italie avec, je me souviens, 20 ou 30 kilos de plastique et on a essayé différents types de plastique pour savoir si on ne pouvait pas fabriquer des lunettes. Et donc, une fois que ça a fonctionné, c'était assez amusant parce qu'ils m'envoyaient tous les jours des essais. C'est vrai que c'était nouveau, c'était des nouvelles matières. Il faut savoir que nous, on fait nos lunettes en injecté. Les polymères ne peuvent pas être mélangés parce qu'après, ce qui se passe, c'est qu'on est forcément, une fois qu'on rentre chez l'opticien, ils évaluent nos lunettes comme toute autre marque de lunettes. Et d'ailleurs, ils les regardent avec beaucoup plus d'attention dû à leur histoire.
Et donc, c'était en 2016. Moi, je n'avais pas les moyens. Je disais que je venais d'un échec professionnel. On a fait un crowdfunding à Kickstarter et tout a commencé comme ça. Et donc, on a produit notre première collection de 3 modèles en 6 couleurs. Quand je vois les choses aujourd'hui, c'était vraiment ridicule. Mais il y a un premier distributeur en Belgique qui était intéressé, qui m'a dit, François, on y va. Et voilà. Et donc, les choses ont commencé comme ça. Aujourd'hui, on a 270 modèles, je pense. On est chez 3500 opticiens en Europe et en Amérique du Nord. Et donc, l'aventure optique s'est déroulée tout à fait positivement. Et je crois que une des raisons principales, comme vous l'avez évoqué avant, Marie-Thérèse, c'est qu'on a réussi à allier 2 choses. On parle d'un problème, on a transformé ce problème en solution, et aussi on attaque les gens au tripes. Et ce qui se passe, c'est qu'on parle aussi d'une paire de lunettes, forcément. Il faut que un geste simple comme celui-ci permet aux consommateurs de rentrer dans ce qu'on leur propose. Alors, quelque chose qui nous aide aussi forcément, c'est que moi, je pense que on vit dans une société qui, à mon goût, un peu malheureusement, dépend trop des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est de l'ego. Et l'ego, ça signifie que nous, on l'exploite d'une manière qui permet de mettre en avant aussi le côté écologique de ces personnes qui portent C2C. Donc ça, c'est pour la petite histoire, enfin la grande histoire, lunettes. Au niveau de ce qu'on fait comme collecte, donc ça a commencé en Espagne en 2016. On s'est associé avec une société de la gestion de déchets locale. Et au début, c'était très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on commençait à placer des containers dans les ports. Mais tout ça était très mélangé. Donc, il y a un travail manuel de tri une fois que la collecte a été faite avant de recycler le plastique, le polymère qu'on utilise. Aujourd'hui, on se concentre essentiellement sur la polyamide 6, un type de nylon qui se retrouve dans un type de filet de pêche. Et en Espagne, on est arrivé à 24 ports. On avait plus ou moins 150 containers qui étaient déployés ici. En France, on a 10 ports sur la Méditerranée. On travaille avec l'APAM. Et alors là, on concentre nos efforts en Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que pour ceux qui connaissent l'Afrique, de la matière, il y en a. Il y a un manque d'infrastructures de collecte, il y a un manque d'infrastructures de recyclage, ça c'est sûr. Moi, j'ai grandi sur ce continent-là, donc j'ai toujours une sensibilité par rapport à ça. Je me suis dit, bon, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et donc, en fait, ce qu'on est en train de faire au Ghana, on a commencé au Sénégal avant le Covid. Là, on va aller au Togo, au Bénin, on est en train de parler de la Côte d'Ivoire. L'idée, c'est de créer de la conscience par rapport aux déchets. Parce que le déchet a de la valeur. Et donc, on travaille avec les communautés côtières. Au Ghana, on a 500 personnes là-bas, donc des pêcheurs qui travaillent pas directement pour nous parce que leur activité principale, c'est la pêche. Mais on leur explique que tout ce qu'eux génèrent comme déchets ou ce que la pêche génère comme déchets a de la valeur. Et donc, on les paye. Et aujourd'hui, on récolte on va bientôt arriver à 10 tonnes par mois rien qu'au Ghana. Et ça permet de générer une nouvelle source de revenus pour ces pêcheurs. Et forcément, par la suite, cette matière est traitée et utilisée comme matière première pour nos lunettes. Et donc voilà, ça c'est l'histoire de C2C. Je dis toujours que ça permet d'apporter une nouvelle vision du déchet, une nouvelle vision du déchet marin, mais surtout je pense que la difficulté souvent c'est de sensibiliser le consommateur. Parce qu'on parle souvent des problèmes scientifiques, on parle souvent des problèmes au niveau industriel, mais c'est vrai que le consommateur, il faut le sensibiliser par rapport à ça. Et donc, c'est des choses très, très simples, des gestes très, très simples, des gestes qui sont émotionnels, qui prennent au trip. Je reprends les expressions que j'ai entendues juste avant. Mais c'est ça qui permet, parce que finalement, je pense que c'est la masse qui va permettre de faire changer les choses. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a des très grandes marques qui parlent de développement durable, de recyclage, etc. Mais je pense qu'il faut arriver à avoir un produit qui a une belle histoire, une histoire traçable, un produit de qualité. Nos lunettes sont en l'occurrence faites en Italie, mais surtout un prix abordable. Et si ce triangle-là
est respectée, ça permet de générer un changement. Moi, je crois qu'il peut y avoir du changement si on arrive à avoir des produits de qualité recyclés et abordables dans le plus de maisons possible. C'est fantastique de voir des marques impayables sur des acteurs au César, aux Oscars, etc. Mais sinon, si on ne peut pas se les payer, à quoi ça sert? Donc moi, j'ai toujours voulu garder des prix raisonnables pour pouvoir avoir le plus de personnes qui puissent rentrer dans notre grande famille. Et donc, ça a commencé par les lunettes. Aujourd'hui, on fait principalement de l'optique à 70%. Et là, on lance les montres qui ont exactement la même histoire. Donc, vous connaissez certaines grandes marques de montres abordables et c'est tout du plastique. Et donc, l'idée, c'est exactement la même chose. Là, on lance une petite collection de montres, de 22 montres qui sont fabriquées en Suisse. Et là, on a ajouté quelque chose en plus. Quand j'étais au Ghana, j'ai vu un reportage sur CNN, la problématique d'esclavage d'enfants. Et donc, j'ai retrouvé une association qui travaille sur les bords de lac de la Volta, où nous, on a un très, très gros point de collecte près de la frontière avec le Togo. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que la vente de chaque montre, mis à part le fait qu'elle continue à conditionner et à financer la collecte qu'on fait dans ces pays-là, la vente de chaque montre va financer du temps d'enfants qui ont été libérés d'esclavage moderne. Et donc, on va lier la montre, avec le temps d'éducation de ces enfants qui vivent dans ces zones côtières. Et voilà, ça c'est le deuxième projet C2C C2C montre, et on verra où ça nous amène. Mais c'est extraordinaire, François. Merci pour cette belle expérience qui est inspirante. Je jure que pour les universités d'été, je vais avoir des lunettes et la montre avec, parce que là, j'ai fait de mon mieux. Et je pense que tu as aussi convaincu beaucoup de gens. Donc, on espère t'avoir avec nous en accompagnement à La Rochelle aussi, parce que c'est un magnifique projet et c'est l'étape, c'est une autre voie de recyclage. En Espagne, il y a aussi des gens qui travaillent sur les développements, Javier, sur EcoAlf. Donc, dans le textile et la mode, on voit qu'on peut faire la différence aussi. Un grand merci d'avoir été parmi nous. Merci à tous les intervenants. J'ai la dure tâche de clôturer la journée qui a été une journée passionnante. On a vu beaucoup de choses. On nous retrouvera évidemment sur la chaîne YouTube E5T. Et je remercie la régie qu'on a vue de temps en temps sur nos écrans, l'équipe 5T, bien sûr, avec Diana et puis Éric Vernier qui nous a accueillis à Dunkerque. Et puis, je voudrais remercier Delphine Talleux qui nous avait invité à visiter le musée portuaire de Dunkerque gratuitement, mais partie remise pour 2022 aussi. Denis Simoneau de L'Oréal qui participe avec tout aux côtés des mécènes, mais avec des gestes un peu particuliers cette année de la part de L'Oréal qui est très attaché à l'environnement aussi. Et puis la BPI qui est à nos côtés et qui a relayé l'événement. Donc merci à tous. Et puis à l'année prochaine pour la 4e édition des universités E5T sur la transition énergétique maritime. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci. Merci beaucoup, Marianne. Merci, bravo. Ciao, merci. Bonne fin de journée. Merci, Marianne. Fantastique. Bravo, François. Ciao, merci à toi.